Du mal, l'inadéquation entre les formations et les besoins du marché de l'emploi. C'est dans ce cadre que se sont tenues du 10 au 13 mai 2024 en Coq les assises nationales sur les métiers et les formations prioritaires pour le développement, organisées par le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Ces assises ont réuni plus de 700 participants, dont les acteurs du monde éducatif, économique et social. L'objectif était d'élaborer une cartographie des métiers et formations essentielles pour le développement du pays. Quid de l'adéquation offre-emploi? C'est le thème de notre grand débat du soir de ce jeudi. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, je reçois le professeur Jean-Jacques Tony Ekomi, recteur de l'UOB, mais également Placide Ondo, sociologue, maître de conférences et membre du SNEC. Et puis pour la deuxième partie, on aura également M. Pierre Minsa, qui est le président de la Machette syndicat des travailleurs vaillants du Gabon. Monsieur, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24, surtout pour parler de ce thème qui est de plus en plus important dans un Gabon qui bouge et qui est en développement, mais surtout en construction. Bonsoir et merci d'avoir accepté nos invitations. Bonsoir, cher monsieur. Bonsoir à vous, monsieur Placide. Merci. Alors, bonsoir. Quand on parle de l'adéquation entre l'offre et l'emploi, tout de suite, je m'adresse à vous, monsieur le recteur. Qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit? Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission qui porte sur un thème très important, un thème structurant, et qui engage l'avenir du pays parce qu'il concerne les jeunes. En effet, la question de l'adéquation formation-emploi est une question qui engage l'avenir du pays. Et aujourd'hui, je crois pour ma part que cette question revêt une importance toute particulière au regard du chômage élevé des jeunes. Selon les données statistiques disponibles, à la Direction générale de l'économie, le taux de chômage des jeunes se situerait aux environs de 40%. Donc il s'agit donc là d'une question préoccupante. Alors, en ce qui nous concerne, les universitaires, puisque c'est nous qui recevons tous les bacheliers, je dois reconnaître que pendant assez longtemps, nos offres de formation, parce que vous avez bien dit formation et emploi, nos formations, nos programmes correspondaient très largement aux programmes qu'offrent ce que les spécialistes appellent les universités de première génération, à savoir des programmes peu diversifiés, peu en prise avec les besoins du travail et qui reposent essentiellement sur nos domaines disciplinaires, nos grands champs disciplinaires. Par exemple, les lettres, les sciences humaines, les mathématiques, la biologie, etc. Et donc, ils étaient élaborés dans ce que nous appelons la tour d'ivoire de l'université. Mais je dois dire que les choses sont en mouvement à l'heure actuelle. Comme vous le savez... Au niveau de l'université Omar Bongo ou de manière générale? De manière générale. Je parle ici pas uniquement de l'université Omar Bongo, mais de l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur du pays, parce que je participe également à ce mouvement avec les collègues recteurs et directeurs généraux de grandes écoles. Donc je vous disais que les choses sont en mouvement parce que à la faveur de l'avènement au pouvoir du comité de transition pour la restauration des institutions, le président de la République, le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a clairement décliné sa vision de l'enseignement supérieur. Et celle-ci, en fait, est notre première grande feuille de route. Sa vision est claire, il nous invite à construire un système d'enseignement supérieur inclusif et au service de tous. Et cette vision s'est matérialisée dans la feuille de route du gouvernement. Là aussi, elle est très claire. Nous avons été invités à réviser les curricula, à préciser les formations que nous allions abandonner et les nouvelles formations pour prendre en compte la question de la professionnalisation, parce que désormais, à côté de nos missions traditionnelles que sont l'enseignement et la recherche scientifique, nous avons une nouvelle mission, une troisième,
qui est celle de l'insertion professionnelle des diplômés. Et elle se matérialise aujourd'hui par la nomination d'un 3e vice-recteur à la vie sociale et à l'insertion professionnelle. Donc, comme je vous disais, les choses ont évolué. Et suite aux assises du LMD et à la conférence des recteurs qui a opérationnalisé les recommandations des assises, depuis la deuxième moitié du mois d'avril jusqu'à peu près à la fin du mois de juillet, la cartographie des formations a énormément évolué. Et là, nous le devons à l'ensemble des acteurs, depuis le ministère jusqu'aux collègues enseignants-chercheurs, qui ont fait un travail formidable. Pour vous donner quelques indications précises. C'est important. Aujourd'hui, nous avons de nombreuses offres de formation qui sont professionnalisantes. Au niveau de l'UEB? Dans tout l'écosystème, c'est-à-dire à l'USO, à l'USTM, à l'US, à l'INSG, à l'IST, nous avons en tout 8 diplômes universitaires techniques qu'on appelle les DUT, avec 21 spécialisations. Nous avons 11 brevets de techniciens supérieurs avec 26 spécialisations. Nous avons des licences professionnelles, 25 avec 87 spécialisations. Autrement dit, nous avons des formations qui préparent directement à la voie professionnelle, à l'insertion professionnelle. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons également revisité toutes les formations traditionnelles que j'évoquais tantôt. Comment? En y intégrant des unités d'enseignement, d'ouverture au monde socio-professionnel dans tous nos programmes traditionnels. Nous avons également, et c'est à la faveur du ministre, collectivement, grâce à l'impulsion du ministre, créé de nouveaux établissements. Je crois que vous avez entendu parler, par exemple, à l'université des sciences et techniques de Masuku, il y a la création d'une faculté de médecine et d'une école vétérinaire. Il y a la création du centre universitaire de Logou-Lolo, qui va recevoir, comme vous le savez, les baccalauréats technologiques. Or, c'était un grand besoin. Et vous savez que le domaine des techniques, des technologies, est très important pour l'industrialisation du pays. Nous avons aussi, à l'université Omar Bongo cette fois-ci, la création d'une faculté de sciences. Et donc, on peut également parler de nos formations continues. Vous savez que naguère, l'Institut national de gestion s'est distingué par un programme de formation continue pertinent. Et à l'UOB nous-mêmes, nous envisageons lancer un programme de formation continue. Donc, pour vous dire au total, les offres de formation sont aujourd'hui plus diversifiées. Ça, c'est indéniable. Elles sont plus professionnalisantes et elles tendent à se déployer sur l'ensemble du territoire. Et tout ceci, c'est pour prendre en compte la question de la professionnalisation et de l'insertion professionnelle de nos étudiants. Merci professeur, on a très bien compris. On va poser quasiment la même question à M. Placide Ondor. Quand on parle de l'adéquation entre offre et emploi, on a vu tout ce chapelet d'innovation que nous a cité ici le professeur. Vous, qu'est-ce que vous pensez justement de cette question quand on parle de la question de l'adéquation entre offre et l'emploi au niveau du Gabon, tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui au niveau des universités et grandes écoles au Gabon. Merci de m'avoir invité à cet échange, non pas un débat, parce que la préoccupation que nous abordons ici, n'est-ce pas, est nôtre et nous intéresse au plus haut point. Mais généralement, ce principe, cette formule, inadéquation ou adéquation, formation, emploi, charrie un implicite accusatoire. Les universités, ou du moins les établissements, n'est-ce pas, ne produisent pas des étudiants ou les sortants ou sorties qui sont adaptés, n'est-ce pas, au monde professionnel. Moi, je voudrais simplement donner à ces universités-là, leur accorder une sorte d'indulgence décisoire.
pour voir en réalité où se trouve le problème. Parce que si on veut résoudre la question de l'inadéquation formation-emploi, je pense qu'il faut revenir et pointer du doigt ce qui pose en réalité problème. Effectivement. Cette question n'est pas nouvelle. Si on remonte aux années 70, au sortir de la colonisation, avec la logique de construction des nations, de développement socio-économique, on a assujetti l'éducation au développement. Donc l'éducation doit répondre aux impératifs du développement socio-économique. Prenez les plans économiques du Gabon, et d'ailleurs, regardez les États généraux de 1983. C'est la question centrale. Alors, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, les bailleurs de fonds, notamment avec la crise des années 70, la crise des années 80, on va, n'est-ce pas, imposer un certain nombre de mesures aux écoles. Notamment, c'est beaucoup plus au primaire, au secondaire, parce que, effectivement, il faut répondre à ces exigences, aux mesures d'ajustement structurel. Et on a parlé d'ajustement scolaire. Du coup, mais en réalité, c'est quoi? L'école a été assujettie au diktat des institutions internationales et des multinationales. Mais j'ai envie de dire, comme Christian Laval, l'école n'est pas une entreprise. Donc cette logique va s'introduire dans le monde universitaire dans les années 2000, avec le LMD, où on dit qu'il faut une implication des entreprises dans la formation. Mais il y a combien d'entreprises qui participent à la formation? Je vais parler sous le contrôle de monsieur le recteur. Pour créer des formations professionnelles, on demande aux unités pédagogiques de trouver des partenaires. Alors que on pourrait inciter aussi les entreprises à venir à l'université. On a eu quelques exemples comme ça, je crois dans les années 90, avec Shell en création. Voilà. Donc, pour moi, il faut revenir au problème de fond. C'est quoi le marché de l'emploi? Quelle est la structure du marché de l'emploi? Qui embauche? Quels sont ses besoins? Comment ce marché est-il structuré? Vous avez ici des grandes sociétés. Prenez, vous avez la SOG, vous avez RTL Gabon, vous avez Gabon Télécom. Combien embauchent? Je vais vous prendre encore un exemple. Bon, peut-être les universités publiques nous offrent des formations qui sont vraiment inadaptées, mais prenons les universités privées. Même pour décrocher, comment on appelle ça, un stage, c'est tout un problème. Cependant, dès lors que BGFI a fait une convention, il y a un seul ou deux ou quatre, il y a tout un tapage médiatique. Il faut revenir au problème de fond. Alors, à qui la faute, s'il faut qu'on s'arrête sur ce que vous nous dites, oui, à qui la faute? Vous me posez la question? Oui, à qui la faute? Pourquoi aujourd'hui on à l'État. Parce que vous pensez qu'il n'y a pas de politiques, les politiques... À l'État. D'accord. L'État doit définir clairement, je ne parle pas du CTRI, parce que c'est un problème qu'il hérite justement des pouvoirs précédents, n'est-ce pas, et qui a déjà une certaine épaisseur sociale. Je suis parti des années 70. Donc il faut d'abord redéfinir les axes prioritaires. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, n'est-ce pas, et inciter les entreprises justement à investir dans ce domaine, n'est-ce pas, et obliger les entreprises à trouver la main-d'œuvre dans nos structures de formation. Donc, en fonction des spécificités, ils vont ailleurs. Justement, les universités financent les entreprises financent les universités. On a besoin de tel profil, bon, on forme. Voilà. Je peux d'abord m'arrêter là. Oui, on va donner la parole au professeur qui Tout à fait. Alors, Placide Ondo soulève une vraie question. C'est une question de fond et il a raison, mais je voudrais juste le rassurer que là aussi les choses bougent. Parce qu'il vous souviendra qu'au mois de janvier dernier, notre ministre, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, monsieur le professeur Hervé Ndoumé-Singon, a signé un accord cadre avec la Fédération des entreprises du Gabon. Parce que, et là je rejoins parfaitement Placide, le monde de l'entrepreneuriat lui-même avait du mal à trouver une voie. Et je crois qu'à la faveur du leadership du président Oyima, ils ont pu trouver une fédération qui va englober la plupart des entreprises. Parce que par le passé, il faut bien le dire, la Confédération patronale gabonaise ne regroupait à peu près que 300 entreprises. Et donc, à la faveur de cet accord, nous disposons désormais de 2 gros instruments. Le premier, c'est la FEG Academy, c'est-à-dire les universitaires des entreprises ont accepté de mettre en place une plateforme d'échange où nous discutons des curricula, des programmes, des stages, de tous les partenariats possibles. Et cet instrument a un volant financier qui est la fondation. Et donc, en fait, notre collègue, nous allons mobiliser l'ensemble des collègues tout à l'heure. Donc, nous avons, pour la prochaine conférence des recteurs et directeurs généraux de grandes écoles, la question de la relation entre l'université et les grandes écoles et le monde du travail sur l'agenda. Autrement dit, cette question va être au centre des discussions entre les universités et grandes écoles et le monde du travail. Et le ministre nous a précisément prescrit d'aboutir à un plan d'action sur toutes nos activités avec la FEG. Donc, de ce point de vue, effectivement, je voulais juste souligner que sur cet aspect des relations du monde du travail et l'université, les choses sont également en train de bouger, mais il fallait bien commencer d'abord par la révision des curricula. Et il y a encore que les entreprises, certaines ont été associées à cette question, puisque les formations que j'évoquais prennent en compte le stage, qui est un outil pédagogique d'insertion remarquable. Aujourd'hui, quelles sont les filières prioritaires justement dans toutes ces discussions entre les universités et les entreprises? On va pas faire dans tout. M. Placide disait que désormais, il va falloir que l'on se fixe et qu'il y ait des priorités. Aujourd'hui, quelle est la priorité? Alors, la priorité, comme je vous le disais, nous avons mis en place des formations. Et donc, quel type de formation aujourd'hui toujours dans le tertiaire, technique? Je venais de vous évoquer. Alors, vous savez, les DUT... Parce qu'aujourd'hui, on a les métiers du numérique qui, aujourd'hui, sont en vogue. Alors, l'université numérique, pour en parler, elle propose beaucoup de formations qui ont un contenu numérique, que ce soit dans les langues, que ce soit dans les techniques, que ce soit dans les sciences. Et donc, en fait, c'est l'ensemble des formations qui ont été révisées. Toutes les formations professionnalisantes dont je vous parlais, les DUT, les BTS, les licences professionnelles, qui vont être prises en compte dans le plan d'action que nous devons... Fondamentalement, qu'est-ce qui va changer, contrairement à ce qui se faisait dans le passé? Mais il va changer que, premièrement, les entreprises, la Fédération des entreprises, va rentrer dans nos organes pédagogiques. Elle va rentrer dans nos organes d'administration. Quand je parle d'organes pédagogiques, il s'agit des comités de programme, des conseils d'université et même des conseils d'administration. Et donc, ils seront partie prenante. Et l'autre élément important qu'il sera, c'est qu'en fait, la relation pérenne et durable avec la Fédération des entreprises, elle doit nous amener à nous adapter systématiquement. Et c'est un défi auquel nous sommes confrontés. Parce qu'en réalité, ce n'est pas si simple. Justement. Les métiers ne sont pas figés. Justement, les métiers s'adaptent, ils évoluent. Parce que, comme vous le savez, il y a le numérique, il y a l'intelligence artificielle, et donc nécessairement nous devons nous adapter. Et de ce point de vue, aujourd'hui, on sait par exemple que 20% des métiers qui existent en ce moment vont disparaître dans 20 ans. Donc cette relation pérenne avec la FEG doit nous donner les outils pour assurer une veille sur l'évolution des métiers, sur l'évolution des compétences,
pour prendre en compte systématiquement l'évolution des besoins du marché du travail. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'environnement académique au Gabon, le système tel qu'il est, aujourd'hui peut facilement s'emboîter dans ce qui se fait aujourd'hui quand on sait, pour parler du cas de l'université, quand on parle de grèves qui sont parfois récurrentes dans nos universités et grandes écoles publiques surtout, est-ce que cette manière de faire, cet écosystème ne peut pas venir empiéter justement ce qui se fait aujourd'hui, M. Placide? C'est peut-être l'image qu'on a toujours donnée des universités. Mais pourquoi il y a grève? S'il y a grève, c'est qu'il y a problème. Mais si le problème est récurrent, c'est peut-être parce qu'on ne veut pas trouver une solution à ce problème. Donc, c'est un tout. Parce qu'à partir du moment où, désormais, je peux terminer? Oui, allez-y. Oui, c'est ça aussi l'implication des entreprises dans les universités. C'est-à-dire venir nous aider à améliorer cet espace, n'est-ce pas? Bon, donc en fonction justement des accords passés avec le gouvernement, on peut arriver à résoudre pas mal de problèmes. Moi, ma préoccupation, ce qui nous freine aussi dans la formation, la constitution, la construction justement des unités d'enseignement professionnalisantes, c'est quoi? C'est que nous soyons nous-mêmes obligés de faire du porte-à-porte pour trouver, n'est-ce pas, des partenaires. Si effectivement, comme vient de le souligner monsieur le recteur tout à l'heure, un cadre existe dans ce sens-là, c'est bien. Mais figurez-vous que la mairie de Libreville est membre du conseil d'administration de l'université Omar Bongo. Mais pour que mes étudiants trouvent des stages à la mairie, mais c'est tout un problème. Vous comprenez? Donc, il y a des mécanismes comme ça. Et il y a autre chose aussi que je voudrais souligner. Jusque-là, vous voyez, quand on parle de l'emploi au Gabon, on ne pense même pas aux gens qui peuvent, comment dire, s'installer à leur propre fonds. Regardez un peu l'artisanat. Il y a toute une économie. Qu'est-ce que nous faisons pour ces gens-là? Vous faites souvent les PK, juste en tout, vous voyez toute cette économie qui se développe. Mais nous devons prendre ça en charge. Mais cela n'est possible que si effectivement il y a une politique qui assoit cela. Vous voyez? Alors, on va laisser monsieur juste une minute. Regardez, si vous faites le tour, je reviens dessus, si vous faites le tour des écoles privées, peut-être que l'UOB ne propose pas une meilleure formation, mais il nous propose des formations tertiaires. Mais combien arrivent à placer leur sortie dans ces entreprises-là? Donc, effectivement, je pense qu'il y a une réflexion en profondeur qu'il faut faire. De notre part et de l'autre côté aussi. De l'autre côté, qui? Et les entreprises, oui, et l'État. Vous savez, je vais vous dire une chose, je ne voulais pas le dire, mais j'ai été choqué. J'ai été choqué quand vous entendez quelqu'un qui est dans le gouvernement du CETERI dire à quoi sert l'anthropologie. Alors que le CETERI fait justement du retour aux sources sa priorité, fait du tourisme sa priorité. Alors, si même la question du travail a pour fondement l'anthropologie, alors si on ne revient pas à ces fondamentaux, alors il y a problème. Ce qui veut dire que même ceux qui portent cette politique ne savent même pas où on va. Alors, messieurs, malheureusement, monsieur le professeur, monsieur le recteur, on va marquer une petite pause parce que 26 minutes, ça passe malheureusement très vite. On va marquer une petite pause, autant pour nous de revenir, de souffler un tout petit peu. On va revenir pour la deuxième partie et vous aurez la parole justement sur cette question que soulève monsieur Placide Ondo. Merci à monsieur Placide qui va nous laisser pour cette deuxième partie. On souffle quelques secondes et puis on se retrouve pour la deuxième partie de votre grand débat du soir de ce jeudi. Téléchargez la nouvelle application Move Money. Toutes vos transactions deviennent plus simples et en plus c'est rapide et sécurisé. Profitez de 500 mégaoctets offerts à la première transaction, disponible sur App Store et Play Store.
Téléchargez la nouvelle application Move Money. Toutes vos transactions deviennent plus simples et en plus c'est rapide et sécurisé. Profitez de 500 mégaoctets offerts à la première transaction, disponible sur App Store et Play Store. Quid de l'adéquation offre-emploi, c'est le thème du grand débat du soir de ce jeudi. Il nous a rejoint sur ce plateau, je l'annonçais déjà à la première partie, M. Pierre Mintsa, président de la Machette syndicale des travailleurs vaillants du Gabon. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Plaisir partagé. Alors, on parle de cette question qui est importante. Le professeur le disait déjà, cette question d'adéquation entre offre et l'emploi, notamment, on fait un parallèle avec nos universités et grandes écoles au niveau du Gabon, l'offre de formation qu'on retrouve dans ces différents établissements. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la formation, les enseignements qui sont donnés dans nos écoles et universités aujourd'hui cadrent encore avec les réalités de 2024, on va dire ça comme ça? À moi la parole? Oui, à vous, M. Pierre Mintsa. Merci. Au niveau des universités et grandes écoles au Gabon, je crois que nous avons l'université Omar Bongo et à Libreville, on a deux grandes écoles, parfois qui sont sous triple tutelle. Je voudrais parler de l'ENES et de l'ENSET. Quand on regarde un peu les formations qui sont administrées au niveau de ces trois structures et par rapport aux réalités de l'emploi sur le terrain, les seuls qui peuvent facilement trouver de l'emploi ne sont que ceux-là qui ont suivi la formation au niveau de l'ENES et de l'ENSET. ENES et ENSET. Parce que lorsque vous ceux de l'université Omar Bongo. Ah, ouais, excusez, j'ai l'habitude de dire que l'université Omar Bongo est une usine de fabrication de chômeurs. Ce professeur n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Ah non, je dis l'université Omar Bongo est une usine de fabrication de chômeurs. D'accord. Je le dis, quitte à me prouver le contraire. Parce que quand vous sortez de l'université Omar Bongo, ce qui est sûr, c'est que pour trouver un emploi, il faut au moins passer 10 ans à la recherche d'un premier emploi. Sauf preuve contraire. Monsieur, peut-être réagir justement directement. On ne va pas rentrer dans une polémique qui n'a pas lieu d'être. Je venais tout à l'heure de vous éclairer sur le grand saut qualitatif qui a été réalisé ces derniers mois, je dis ces dernières semaines, et je pense qu'il n'est pas bon de caricaturer. Quand vous êtes juriste, vous êtes presque sûr d'avoir un travail. Non. Quand vous êtes économiste, vous êtes presque sûr d'avoir un travail. Il se trouve que la question de l'employabilité se pose. Mais en fait, comme je vous le dis, ce n'est pas une question qui est figée, parce que les métiers eux-mêmes évoluent. Alors, juste avant de... Est-ce que justement les métiers évoluent? Oui. Est-ce qu'au niveau de l'université, on évolue également dans les enseignements qui sont donnés? Est-ce qu'on évolue justement avec l'air du temps? Sur tous nos programmes traditionnels, c'est-à-dire droit, économie, sciences humaines et langue. Dans la dernière révision des curricula, nous avons introduit, qui a eu lieu, le conseil d'université s'est tenu le 25 juillet 2024. J'ai bien fait la distinction entre l'état des lieux par le passé. Monsieur Mintsa n'était pas encore avec nous. Voilà. Non, je ne peux pas être d'accord, il le sait. Et les réformes qui se sont déroulées récemment, la question de l'employabilité, de la professionnalisation a été prise en compte. Comment? Par la création de licences professionnelles. En droit, une licence professionnelle dans les métiers de l'immobilier. En lettres, une licence professionnelle dans les métiers de l'édition. En géographie, une licence professionnelle dans les questions d'aménagement. Alors, comment... Attendez, mais, comme je le disais, ce n'est pas une question qui est fermée. Et c'est cela notre prochain chantier. C'est de mettre en place, avec l'appui du ministère, mais ça, c'est même valable pour l'ensemble des enseignements supérieurs, ce qu'on appelle des centres d'employabilité. C'est-à-dire qu'il nous faut aller plus loin. C'est quoi un centre d'employabilité? C'est, à côté de la formation traditionnelle des diplômes que nous faisons, c'est de prévoir des unités
qui offre un dispositif d'accompagnement aux étudiants, et c'est ce qui se fait partout ailleurs. Parce que en philosophie, on peut travailler dans une entreprise, puisque les questions d'éthique, les questions de charte se posent. Mais encore faut-il donner ces instruments à nos diplômés. Concrètement, un centre d'employabilité fournit différents services. Par exemple, la question du conseil et le tutorat. Par exemple, pour apprendre aux étudiants à faire leur bilan de compétences, les techniques de recherche d'emploi, leur apprendre à rédiger un CV. Un centre d'employabilité permet également de proposer des formations dans les compétences transversales. Parce que le marché du travail n'est pas figé. Nous savons aujourd'hui, par exemple, que les langues sont très demandées au marché du travail. Et dans notre pays, comme vous le savez, avec l'installation d'entreprises étrangères, les langues vont être un outil important. Il en est de même pour le numérique. D'accord. Alors, excusez-moi, un centre d'employabilité fait aussi ce qu'on appelle de la certification. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, lorsque une entreprise vous recrute, même si vous êtes économiste ou juriste, ou même si vous êtes biologiste, il faut pouvoir, pour avoir les meilleures chances d'insertion, d'avoir des certifications, par exemple en gestion des projets, par exemple dans le numérique. Et enfin, nous devons aller encore plus loin, je termine par là, c'est sur la question des créations des entreprises. Oui, nous ne le faisons pas encore. Parce qu'en définitive, et je rejoins ce que Placide disait tout à l'heure, à l'université, les étudiants qui ont les meilleurs projets, les meilleures idées, nous devons pouvoir leur offrir un cadre qui les amène à la création d'entreprises, qui les amène, lorsqu'ils ont des idées, projets, à pouvoir élaborer un business plan, à pouvoir avoir un projet d'entreprise et peut-être aller jusqu'à la création d'entreprise. C'est ça l'université aujourd'hui. Oui, c'est un cheminement, c'est un grand travail, cela ne peut pas se faire en 2 ou 3 jours. De toute façon, le premier pas a déjà été marqué. M. Pierre Mita n'est pas tout à fait d'accord avec... Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on appelle ça ne peut pas se faire en 2 ou 3 jours? L'université existe depuis des années. Et la naissance de nouveaux métiers est aussi là depuis des années. Le professeur ici présent, le recteur, il parle des projets futuristes. Mais l'étudiant d'aujourd'hui ne vit pas dans le futur. L'étudiant d'aujourd'hui, il est détenteur d'un Master 2 à l'université. Quand il sort, comment il fait pour trouver l'emploi? C'est la grande difficulté. Parce que... c'est la grosse question, c'est la difficulté. Donc, ce qui est dit par le professeur ici, recteur, c'est un peu de la politique. Et nous ne voulons plus vivre de cette politique-là. Nous parlons de la réalité. La réalité est que quand on regarde un peu sur le nombre de chômeurs au Gabon, par la définition économique, ceux-là qui sont sortis, qui sont qualifiés, mais ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Et une autre difficulté est que quand ils sortent des universités, pour postuler à un emploi, au privé ou au public, surtout au privé, on demande à ces jeunes Gabonais 5 ans d'expérience. 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience. Ce qui ne cadre pas déjà avec leur entrée dans la vie active. Professeur. Alors, parlons réalité. Alors justement, parlons réalité. On va laisser M. Mita, on va laisser M. Mita terminer, puis après parlons réalité. Terminé. Vous voyez, il a développé un autre argument. Nous en convenons. Tout n'est pas que de trouver un emploi soit au public, soit au privé. Il faut aussi orienter les étudiants vers la création des entreprises. Nous sommes d'accord. Il venait de reconnaître déjà cette faiblesse, parce qu'au niveau de l'université, il n'y a pas cette orientation-là. Il n'y a pas ce pont. Il n'y a pas ce pont. Il n'y a pas ce pont. C'est déjà une façon de... C'est de façon honnête qui reconnaît cela. Mais je dis aujourd'hui, je continue à le dire. Au regard des effectifs qui sortent des universités et qui sont à la recherche de leur premier emploi, l'université Omar Bongo est une usine de fabrication de chômeurs, à moins d'avoir des parents quelque part. Monsieur Mita, vous n'étiez peut-être pas là au voilà. début de l'émission. Donc, le professeur disait qu'aujourd'hui, désormais, il n'y a que l'université avec d'autres filières qui se sont ouvertes. Il faut dire à notre ami... Il y a également désormais qu'il y a des entreprises s'il vous plaît, qui ont décidé... Vous parlez du futur. Non. Vous parlez du futur. Il faut dire à notre ami que le diagnostic sur le chômage des jeunes, je l'ai fait. J'ai reconnu que le chômage des jeunes était important dans notre pays. Les données dont moi je dispose, qui viennent de la Direction générale de l'économie, disent que le taux de chômage de jeunes est de l'ordre de 40%. Oui, ce sont les données de la Banque mondiale aussi. Voilà. Oui, voyez-vous, donc il n'y a pas de la politique. Nous sommes des enseignants. C'est notre métier. Alors,
Mais il y a que M. Mitsa pose une question qui est essentielle. Attendez. Ah oui, allez-y. Les équipes actuelles sont là depuis un an. Vous parlez de quelle équipe? L'équipe dirigée qui est menée par M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Je voudrais vous rappeler que l'administration elle est continue. Oui, mais bien sûr. L'administration est continue. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pour ça. Vous n'avez pas bien écouté, mais j'ai fait ce diagnostic sur l'évolution des formations. Il ne faut pas qu'il nous intente un faux procès. Nous avons fait ce diagnostic sur l'évolution des formations. Nous avons fait ce diagnostic et nous ne cherchons pas du tout à cacher la vérité. Ça ne relève pas de nous, ça. Non, nous disons la vérité. Que pendant longtemps, ça a été malheureusement comme ça. Et qu'aujourd'hui, nous avons des nouveaux outils, nous avons des chantiers qui sont ouverts. Il est bon donc que notre monsieur, nous nous rencontrons dans 2 ou 3 ans pour faire le point. Et les chantiers qui sont ouverts, c'est ce que je viens de vous décliner. Et donc, sur les questions d'employabilité, sur les questions d'insertion professionnelle, ce sont les chantiers que nous menons actuellement. Professeur, oui. vous parlez du futur. Non, je ne parle pas du futur. Si vous parlez du futur. Des actuels diplômés de l'UOB, ceux qui ont les masters 2 en droit, en économie. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Mais ils sont des chômeurs. Au chômage. Ils sont des chômeurs. Pour ceux qui ont... Ils sont des chômeurs. Non. Je ne peux pas laisser dire ça à M. Mitsa. Mais c'est ce qui est vrai, d'ailleurs. Non, monsieur, professeur, permettez. Professeur. Vous savez... Monsieur Komi, au moins, chacun d'entre nous, chaque Gabonais a au moins un parent qui revient de l'UOB, diplômé de l'UOB, mais qui aujourd'hui Master 2 en droit, Master 2 il y a 2 questions. Attendez, ils sont au chômage. Il y a 2 questions. Il y a 2 questions. Il y a la question des formations et il y a la question du marché du travail. Quand une économie est en crise, elle ne crée pas d'emploi. Excusez-moi. Écoutez. Quand une économie... Attendez. Et c'est notre économie en crise. Mais attendez. Lorsqu'une économie connaît des fluctuations conjoncturelles, genre baisse des matières premières, et donc l'économie est en crise, nous avons connu récemment la crise de la Covid, qui a eu un impact négatif sur l'emploi, avec beaucoup de suppression d'emplois, et les études existent. J'ai l'impression que le professeur pense que le Gabon a été le seul pays victime de la crise Covid. Mais les évolutions sont les mêmes. Qu'est-ce que les autres pays ont fait après Covid? Quelles données vous avez sur l'évolution de l'emploi dans les autres pays? Sur quoi? L'adéquation emploi et formation concerne 2 choses. La nature des formations, par rapport à leur lien avec les besoins du travail, et il y a bien sûr le dynamisme du marché du travail qui est lié à la création des emplois, qui est lié à l'évolution du marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, s'il vous plaît, et le marché de l'emploi, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Ce sont des entreprises qui créent des emplois. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, lorsqu'on évoquait la voie de l'auto-emploi, je crois que c'est une voie à explorer par l'entrepreneuriat, parce que tout le monde ne pourra pas trouver un emploi salarié. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on peut dire que les politiques appliquées par le passé, et peut-être même aujourd'hui, ont montré leurs limites, ont échoué? Mais je vous dis que tout le monde, dans n'importe quel pays du monde, ne peut pas trouver un emploi salarié, quel que soit le niveau de croissance. Parce que vous avez une question de l'accroissement des effectifs. Et donc, l'économie doit être dynamique. Nous devons, et c'est ça notre responsabilité, à la fois améliorer les conditions d'insertion pour ceux qui peuvent trouver un emploi, mais aussi travailler pour que la plupart d'entre eux, du moins un bon nombre, créent les emplois. Et puis aussi envisager la possibilité pour les étudiants d'être eux-mêmes auto-entrepreneurs, c'est-à-dire créer leur propre travail. D'accord, mais tout ça, il faut bien que l'événement, que l'écosystème permette aux différents jeunes employés de s'auto-employer également, créer des emplois. Monsieur Mitsa, peut-être une réaction par rapport à ce que monsieur, le professeur Ekomi, le recteur de l'UOB. Vous savez, nous venons de nous accorder, parce qu'il était important que les populations soient informées de ce qu'il y a un fort taux vraiment du chômage au Gabon. Et que ce fort taux du chômage, il s'agit surtout, principalement, de ceux-là qui sortent des universités. Université Omar Bongo. Oh, pas forcément. S'il vous plaît. Quand on regarde un peu les effectifs, nous avons déjà fait ces statistiques, je vous assure. Vous aurez une petite chance de trouver un emploi quand vous sortez de l'université Omar Bongo, que si et seulement si vous avez fait un concours pour aller à l'ENES, pour aller à l'ENSET,
pour aller à l'école de la magistrature ou bien pour aller à l'IEF. Pour aller à l'armée. Ou bien pour aller à l'armée. Ça, vous avez une petite chance. La deuxième petite chance que vous avez, c'est que vous avez certainement un parent quelque part qui pourra faire en sorte que soit vous rentrez dans le secteur privé ou que vous procédiez par un recrutement direct au niveau de la fonction publique. Mais combien de jeunes Gabonais titulaires des diplômes de l'université ont-ils les parents pour subvenir à ces besoins-là? Le besoin est là. Le besoin est là. La dernière fois, quand le chef de l'État, le 8 mars 2000, le 8 août 2024, quand le chef de l'État a reçu les jeunes chômeurs diplômés, dans la salle, ils étaient au moins 600. Ils sont au chômage. Alors, s'il vous plaît. Tout à fait. Sortis des universités. Tout à fait. Dans ce lot, il y a les juristes. Dans ce lot, il y a les économistes, il y a les sociologues, il y a tout le monde. Donc, vous comprenez bien que l'État gabonais s'est investi sur ces jeunes. Mais quel est le résultat? Le résultat, c'est le chômage, premièrement. C'est le chômage. Deuxièmement, dès lors que ces jeunes ne se sentent pas occupés par, je voulais dire par la nation, mais ils peuvent avoir d'autres idées. Très bien, très bien. Vous voyez? Alors aujourd'hui, je suis ravi que le professeur ici dise développe un peu les projets futuristes. Non, les projets en cours. Non, mais c'est ce que j'appelle... Non, mais qu'est-ce que vous appelez un projet en cours? On n'a pas encore les premiers résultats de voilà, ces attendez. On n'a pas encore commencé à observer des résultats. Nous savons déjà qu'ici, les projets démarrent bien. Mais parfois, ces projets n'arrivent pas à terme. Suivi. Non, s'il vous plaît. Nous parlons de la concrétisation, là. Les projets. La caricature n'est pas une bonne chose. Non, mais vous voulez que c'est quand même une réalité. Je peux vous prendre un exemple au niveau de l'université chez vous. Vous permettez que je vous prenne un exemple sur l'université chez vous? Est-ce que le professeur permet que je prenne un exemple? Je dis, professeur, est-ce que vous permettez... Attendez, je n'ai pas dit que le chômage était inventé. Il s'agit d'une question douloureuse qui impacte les familles. Et donc, on est en train de discuter pour essayer de comprendre quelles sont les origines, quels sont les mécanismes à mettre en place pour essayer de... Alors, si vous voulez bien comprendre cette question, il y a au moins 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les bacheliers que nous recevons. Le deuxième niveau, c'est les formations. Et le troisième niveau, c'est le marché du travail. Sur le premier niveau, nous avons un vrai problème structurel dans notre pays. C'est que lorsque vous prenez la population des bacheliers, sur à peu près 22 000 bacheliers, 80% ont le profil dominant de A1 et B1. Or, vous savez que ces profils sont destinés aux services tertiaires, alors que notre économie, elle repose davantage sur le secteur extractif, c'est-à-dire le pétrole, les mines et les filières bois. Donc déjà, en amont, nous avons cette question. Il va falloir lui trouver une solution durable. Alors, ce que nous avons fait cette année à l'UOB, et monsieur, vous pouvez le vérifier, c'est qu'on a créé une fac des sciences appliquées dans laquelle nous recrutons les baccalauréats A1 et B qui ont un fort potentiel. Une capacité d'accueil de combien? Qui ont un fort potentiel. Quelle est la capacité d'accueil? De quoi? Pour tous ces 22 000 bacheliers, soit du bac A, soit du bac B. Alors, l'enseignement public, le ministre a largement communiqué, les capacités d'accueil pour tout l'écosystème sont environ de 16 000 étudiants. Insuffisant malheureusement. Et donc je disais que, voyez-vous comment nous trouvons les solutions? C'est qu'on a un profil dominant. On ne va pas inventer le type de bachelier. Et donc, qui est plus orienté vers les métiers du tertiaire, alors que les domaines qui sont plus importants dans l'économie, c'est le pétrole, c'est les mines et le bois. Donc ça, c'est une vraie question. Et maintenant, en ce qui nous concerne, c'est les réformes qui sont en cours, que j'évoquais, sur la professionnalisation, et puis il y a l'autre pan, c'est le dynamisme du marché du travail. C'est-à-dire que... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Oui, mais... Oui, vous savez, monsieur Mitsa. Allez-y, monsieur Mitsa. Tout le monde sait qu'au Gabon, il y a absence criante des enseignants. Vous voyez? Alors, il n'y a pas de difficulté à ce qu'un diplômé bac B puisse être reconverti pour être enseignant. Je ne crois pas que là, il y aura une difficulté. Tout le monde sait qu'au niveau de la santé, le ministère de la Santé est en sous-effectif. Si je parle de ces deux ministères, je peux même parler aussi de l'enseignement supérieur. Quel est le ratio enseignant et étudiant au niveau des universités? Aujourd'hui, quand vous y allez,
ils maîtrisent mieux les effectifs des étudiants dans les classes. Est-ce que ce fort taux, je voudrais dire, ces effectifs pléthoriques au niveau des universités permettent aux enseignants que vous-même vous êtes d'être à la hauteur de votre tâche? Non. Alors, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut que monsieur... non, s'il vous plaît. Monsieur Komi, on va laisser monsieur Mintsa. Vous comprenez donc que les jeunes titulaires du bac qui viennent au niveau des universités, c'est pour se faire former. Mais quitte à vous maintenant d'administrer une formation qui peut cadrer avec les différents, je voudrais dire, avec les réalités de l'emploi. Les réalités de l'emploi. Quand vous formez 10 000 jeunes Gabonais en sciences éco, c'est un exemple. Quand ils sortent de là, ils travaillent où? Nous en avons. Nous en avons ici. Alors, ils travaillent où? Ils travaillent nulle part. Est-ce qu'on peut dire à cet instant-là que l'université a fait pleinement son travail? Non. Et ces diplômés-là, j'ai évoqué ce problème au départ. Pour aller dans le secteur privé, on vous demande 5 ans d'expérience. Comment quelqu'un qui sort à peine de l'école va avoir 5 ans d'expérience alors que pour trouver même un stage, il a des difficultés pour entrer même en stage? Donc, c'est autant d'éléments et ce problème n'incombe pas à l'université. Ça n'incombe pas à l'université. Par contre, l'université pouvait faire en sorte que ce problème n'intervienne plus. Il a été en train de vouloir développer cet aspect, mais c'est des projets futuristes. Alors, monsieur Mintsa, si vous me permettez, lorsque nous recevons les étudiants, mais bien entendu, lorsque vous êtes recruté en sciences économiques, vous pouvez vous orienter vers les métiers de l'enseignement. C'est-à-dire, par la suite, intégrer l'ENS et envisager une carrière de professeur. Cela se fait. Mais les possibilités de recrutement de l'État ne sont pas infiniment extensibles. Cela se fait, bien sûr. Donc, M. Mintsa, de ce niveau, il n'y a aucun problème. D'accord. De ce dont nous parlons, c'est en fait une question structurelle, ce n'est pas une question conjoncturelle. C'est que et le profil des bacheliers que nous recevons, il exerce une pression sur le marché de l'emploi et malheureusement, il arrive parfois que les entreprises, quelles que soient les formations, ne peuvent pas satisfaire toutes les demandes d'emploi. C'est la raison pour laquelle la voie de l'entrepreneuriat est une voie qui me semble très importante. Il faut explorer davantage. Pour laquelle nous devons nous investir. D'accord. Et je rassure M. Mintsa que ce sont des chantiers en cours. C'est-à-dire que M. Mintsa peut venir chez nous demain, s'il le désire, professeur. Et il va voir comment nous débattons de ces questions. Professeur. Et je vais inviter M. Mintsa à la prochaine conférence des recteurs, où les universités vont rédiger le plan d'action avec la Fédération des entreprises gabonaises. Professeur. Professeur. Non, je termine par là, M. Mintsa. Oui. Vos projets en cours, nous les connaissons. Je termine par là, M. Mintsa. Ça va être également votre conclusion parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission, justement. Monsieur Mintsa, je le comprends. Nous parlons entre compatriotes. Nous n'avons pas un autre pays. Et je crois, c'est ce que nous disons à l'université, nous avons, au-delà de notre métier de professeur, un engagement citoyen. D'accord. C'est-à-dire contribuer à transformer notre pays. Et c'est la raison pour laquelle nous appelons toujours les collègues à mobiliser leur ingénierie pédagogique pour mettre à la disposition des étudiants tous ces instruments. Parce que dans le système LMD, l'étudiant est au cœur de l'apprentissage et notre mission est de lui assurer, autant faire que se peut, une meilleure insertion professionnelle. Merci à Donc je voulais également dire que cet engagement a une dimension citoyenne. Merci. On va donner également à M. Mintsa peut-être cette dernière question pour conclure. Quelles recommandations pourriez-vous formuler pour améliorer l'adéquation offre de formation emploi? En quelques mots, je pense qu'il est important d'adapter l'offre de formation aux réalités de l'emploi. Il faut adapter l'offre de formation aux réalités de l'emploi. Et puis, il serait aussi important parce que le monde étant en mutation, les métiers de la fonction publique sont restés les mêmes depuis 1960. Il serait important de revoir aussi le répertoire des métiers de la fonction publique afin de permettre à l'université, à nos universités et grandes écoles de s'adapter à l'évolution technologique en termes de formation. Monsieur Komi, également, vous donne la parole pour terminer. Non, mais quelle solution? Oui, Monsieur Mintsa, qu'est-ce qu'il faut? Monsieur Mintsa me rejoint parce que s'il a suivi l'actualité,
nous avons signé une convention il y a moins de 2 semaines avec le ministère de la fonction publique en vue de leur proposer une vraie cartographie des formations à l'UOB qui tient compte de tous ces besoins parce qu'en effet, les métiers bougent, les métiers évoluent. Et donc, nous devons faire preuve d'une grande adaptabilité. Merci. Merci à vous. Je rappelle, il y avait sur le plateau, monsieur, le professeur Jean-Jacques Tony Ekomi, recteur de l'UOB. Il y avait également Placide Ondo en première partie. Monsieur Mintsa nous a rejoint pour cette deuxième partie du grand débat du soir de ce jeudi. Merci, monsieur, à vous. Le grand débat du soir, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous certainement demain. On va continuer peut-être sur ce thème qui est important pour le développement d'un Gabon nouveau, voulu par les autorités actuelles. Merci. L'information se poursuit sur Gabon 24.